Merci Nicolas, bonjour à tous, merci d'être là. Alors, je tiens à m'excuser pour mon faible niveau d'élocution, je suis passablement malade, mais j'ai tenu à être là ce matin pour vous présenter quelques résultats avec un titre qui ne manquera pas de vous interroger. L'Anthropocène n'aura pas lieu, avec la référence à Jean Giraudoux, bien sûr. Et donc je vais vous présenter quelques résultats d'un travail qui est en cours. Donc certains résultats très robustes qui vont cadrer les débats, d'autres voilà, qui sont en cours, donc qui vont prêter à des discussions. Alors, j'ai pas pu m'empêcher de mettre Madame Michu comme diapositive introductive. Pourquoi Madame Michu? Parce que mon travail donc de recherche s'articule autour de la grande thématique sur le climat et l'Anthropocène. Et durant mon travail de thèse, un chercheur, donc avec un très fort capital scientifique, symbolique, me dit ainsi, non, Madame Michu, elle n'a pas son mot à dire. Et elle n'a pas son mot à dire dans l'expertise climatique, sous-entendant que finalement, la participation citoyenne, la participation du citoyen dans toute la question des politiques climatiques devait être une affaire d'experts. Alors c'est un point de vue, mais alors que j'étais en train de m'intéresser à déconstruire d'un point de vue historique et épistémologique les controverses sur le climat, ça m'a amené en fil rouge à interroger la place du citoyen et bien sûr, de manière transversale, la façon dont ces savoirs scientifiques étaient médiatisés dans l'espace public avec comme point la construction de l'expertise scientifique. L'expertise scientifique prise dans le sens d'Europe Coclo, c'est-à-dire dans la traduction d'un savoir en vue d'une décision politique. Et la question qui m'anime, celle à laquelle je ne vais pas répondre aujourd'hui, mais en tout cas c'est celle qui m'anime moi en tant qu'être humain, c'est comment aborder la complexité de l'ensemble des questions environnementales ou socio-environnementales dans l'éducation et l'espace public dans un contexte d'enjeux politiques majeurs. Donc c'est ce sur quoi, j'espère, on pourra ouvrir la discussion à l'issue de ma présentation. Alors, je vous propose 5 points qui sont, vous allez voir, assez asymétriques. Dans un premier temps, on va. Bon, je passerai rapidement sur la façon dont j'ai construit ces résultats et on pourra y revenir. Donc, je vous présenterai le cadre théorique et la méthodologie que j'ai employé. Je passerai beaucoup de temps à faire une déconstruction donc, de l'épistémologie de l'Anthropocène. Alors, le Pouletocène, le Chicocène, voilà, on verra on va arriver à des déclinaisons très, très variables, très polysémiques. Donc on va revenir à la base et on va faire de la fondation, là, du travail de Racine pour savoir de quoi parle-t-on quand on parle d'Anthropocène. Et là-dessus, vous verrez, les résultats sont très robustes. Ensuite, j'aborderai cette question de la publicisation de ces savoirs sur l'Anthropocène dans l'espace public. Donc je démontrerai qu'il y a une forme d'opacification des débats pour ensuite, dans un 4e et 5e point, je ne sais pas, je n'ai pas mesuré le temps, si j'ai le temps de voir comment la migration conceptuelle qu'il y a eu depuis l'origine, telle que ça a été posé dans les sciences géologiques, pour après ouvrir un espace plus ouvert sur, quand on parle d'Anthropocène, en fait, quelle est son implication avec quelques accents bourdeusiens, vous l'aurez compris. Alors, la méthode que j'ai employée, c'est celle que j'ai développée dans le cadre de ma thèse qui articule 2 courants controversés de la sociologie des controverses. Un courant rationaliste, donc issu de l'épistémologie de l'histoire des sciences, pour faire vite, incarné par Berthelot et Reynaud, et un courant plus pragmatique, mais qui prend racine dans l'ensemble des travaux que je ne cite pas ici, du constructivisme, du socio-constructivisme, du relativisme, avec une espèce d'amalgame là-dessus, on pourra y revenir,
Mais bon, c'est pas l'objet. Et donc j'articule ces deux approches, à la fois pour la fondation de ce que je vais vous présenter dans la première partie, de la construction des savoirs sur le plan épistémologique, et d'autre part sur, d'un point de vue pragmatique, avec un accent de praxis, qu'est-ce que l'on en fait ensuite dans une logique d'action. Sur le plan méthodologique, donc, j'ai conceptualisé les controverses, non pas scientifiques, mais socio-scientifiques, c'est-à-dire les controverses scientifiques qui ont un caractère social très important, comme un millefeuille. Alors c'est tout à fait, l'anecdote avec la stratigraphie est tout à fait, comment dirais-je, c'est un pur hasard. Et donc un millefeuille discursif, pourquoi? Parce qu'il y a toute la partie qui est visible, celle que l'on peut voir dans la littérature scientifique, et toute la partie qui n'est pas visible, ce qui est de l'ordre de l'interdiscursif, et qui se fait à travers les échanges que l'on peut avoir autour d'une machine à café, d'un repas, etc., d'échanges de courriels, de mails entre chercheurs, etc. Et au jour de Wikileaks, etc., ou du ClimateGate, comme on avait eu à l'époque, ça pose des questions aussi sur comment traiter des données qui normalement sont du registre des échanges interpersonnels. Bon, après je vous passe les détails pour arriver tout de suite à la partie sur la déconstruction épistémologique de l'Anthropocène. Alors je vous inviterai, il n'y a pas beaucoup d'ordinateurs ouverts, mais il y a un exercice intéressant que j'ai fait encore ce matin. Si vous prenez votre smartphone ou votre ordinateur, vous allez sur votre moteur de recherche favori et que vous tapez Anthropocène, qu'est-ce qui va sortir? Donc les premiers liens, c'est Wikipédia. Donc Wikipédia, voilà. Et un des premiers liens aussi, alors, vous savez que l'algorithme, vous pouvez ne pas avoir les mêmes résultats que celui que je peux avoir sur mon smartphone, mais c'est Futura Planet. Donc Futura Planet, c'est assez intéressant parce qu'il nous dit le terme de chronologie géologique, Anthropocène, signifie littéralement l'âge de l'homme. Il a été employé initialement par des chercheurs soviétiques au début des années 60. Cette information, vous allez voir, est très intéressante. Je n'ai toujours pas su comment ce journaliste a eu l'information. Depuis, l'idée a fait son chemin jusqu'à sa reconnaissance officielle le 29 août 2016. Je m'arrête là, c'est les premiers mots, mais c'est très intéressant. Vous allez voir après à la lumière de ce que je vais vous dire. Il y a un lien suivant qui est un entretien dans le journal Le Monde qui vient en contraposé, en opposition. Donc on peut dire que sur la première page de Google, on a déjà une forme de débat et de polémique ou de controverse. Alors, l'histoire telle qu'elle est posée. Alors, Lionel, essaye de rebrancher ton fil parce qu'il a été perturbé. C'est le HDMI qui ne marche pas. Ouais. C'est pas un coup, non, il n'y a pas une théorie du complot derrière, sous-jacente. Voilà, c'est pas mal. Voilà, je peux faire deux choses en même temps, malgré si je branche celui-là, non, ça devrait aller. Bon, même s'il n'y a pas de... Alors, l'histoire telle qu'elle est posée, vous me dites si ça se met, sinon est-ce que c'est branché là? Je mets le câble. Voilà, donc je continue pour ne pas perdre de temps, hein. Ça, on ne va pas s'embarrasser avec des problèmes techniques. Ça, voilà, vous me dites. Hein. Donc l'histoire telle qu'elle est posée, c'est une publication de Crutzen et Stoermer dans une newsletter d'un programme onusien. Je ne sais pas si ça fonctionne, ils cherchent la diapositive. Donc une publication en 2000 qui est dans une newsletter. Ce programme onusien s'est déroulé de 1986 et est clôturé depuis 2015. Et ce qui a popularisé véritablement le concept d'Anthropocène, c'est une publication donc, de Crutzen dans Nature. Donc c'est un court texte en 2002. Et il est posé de telle façon que l'Anthropocène succéderait à l'Holocène, donc on en parlait précédemment, et avec un début qui est proposé initialement dans les deux textes comme avec l'invention de la machine à vapeur. On s'en sort ou on s'en sort pas? Ça cherche.
Voilà. Bon, de toute façon, là, les supports n'ont pas une grande importance. Alors, il y a de l'enquête, il y a de la matérialité, donc j'ai Jacques Greenwald, qui est un des membres du groupe de l'AWG, l'Anthropocène Working Group, j'y reviendrai dessus en détail, dit ainsi, pour un historien, ça ne tient pas la route, pour un historien des techniques, c'est presque une stupidité, c'est un anachronisme, une machine à vapeur ne fait pas plus la révolution industrielle qu'une hirondelle ne fait le printemps. Pour vous dire que dès le départ, tel que c'est posé, le sujet déjà prête à confusion. Alors, sur le plan conceptuel, en fait, si l'on cherche, l'usage du concept est antérieur aux années 2000. Et il y a notamment un article dans Nature de Lewis et Maslin qui prête une origine dans les années 20, donc à un chercheur soviétique, Pavlov. Donc je vous ai bien précisé le prénom, parce que vous verrez, il peut y avoir une confusion, c'est Alexis Petrovitch Pavlov et non pas Alexei, qui était aussi un chercheur à l'époque. Et donc cette piste, en fait, si on va chercher, donc c'est tout simple, hein. Vous allez voir la biblio, vous allez chercher dans la biblio à quoi ça fait référence, vous vous connectez sur Web of Science, et puis vous apercevez que cette piste qui attribue une origine dans les années 20, en fait, est une fausse piste parce que c'est une traduction d'un texte des années 60. Donc ça, c'est une fausse piste. Et d'autre part, dans ce texte-là, Vernadsky, qui est un personnage central, en tout cas dans les sciences géologiques, est attribué, excusez-moi, l'élocution qui est un peu hasardeuse. Donc, ils associaient à Vernadsky une origine à l'Anthropocène. Et on va voir qu'en fait, Vernadsky n'a pas véritablement posé le concept d'Anthropocène tel qu'il est. Et qu'il y a plusieurs personnages, comme Teilhard de Chardin, un jésuite, Leroy, qui était un mathématicien, ou Bergson, le philosophe, ces gens-là se sont côtoyés dans les années 20. Donc Vernadsky a rencontré Teilhard de Chardin, Leroy et Bergson. Et on travaillait sur des concepts qui sont proches, mais qui ne sont pas tels que l'Anthropocène est posé. Donc je reprends là à nouveau des propos de Jacques Greenwald. Faire croire que les Russes de l'époque de Pavlov et de Vernadsky et ensuite les géologues du Quaternaire de l'URSS ont anticipé l'Anthropocène, c'est une légende urbaine à la mode de nos jours en sciences sociales, mais pas chez les géologues. Je précise que Greenwald n'est pas géologue, mais plutôt un historien, un épistémologue. Alors, l'anthropogène, en fait, tel que c'est posé dans ces textes-là, se rapproche plus de la définition du quaternaire. Et Jacques Greenwald ajoute « Cela a été bien établi maintenant dans la littérature scientifique, malheureusement pas assez prise au sérieux par les sciences sociales et notamment par les néo-marxistes anglo-saxons qui sont en train de récupérer l'académicien Vernadsky, réhabilité à l'époque de Gorbatchev. Il parle des SHS, parle de sa théorie biogéochimique de la biosphère sans tenir compte de l'histoire personnelle de Vernadsky, qui était un grand libéral cosmopolite, très lié à ses collègues étrangers, y compris aux États-Unis, et qui n'a jamais été ni communiste ni marxiste. Donc, cette piste-là, on peut d'ores et déjà la remettre en contexte et elle mérite d'être approfondie et fouillée. Donc sur le plan lexical, donc là c'est Dominique Reynaud qui a fait le travail, en fait, j'étais en contact avec lui et il est allé chercher, je n'ai pas les compétences qu'il a sur la littérature russe, et donc le terme de anthropoéra, initialement, qui a été traduit, alors vous avez vu, j'ai mis des gros caractères pour être un peu pédagogique, était initialement traduit par le terme anthropogène, c'est-à-dire celui de quaternaire dont je vous ai parlé précédemment, mais on le retrouve aussi traduit dès les années 60 par le terme anthropocène. Et donc vous avez dans les deux copier-coller d'écran le terme anthropoéra au-dessus de la flèche, qui est bien traduit par le terme anthropocène, et cette traduction est justifiée.
C'est-à-dire que cette traduction est justifiée dans le sens où l'usage rapproché de Pliocène, Holocène et Anthropocène recommandait d'homogénéiser les suffixes. Donc il y a une justification, ce n'est pas simplement un hasard de traduction qu'il pourrait avoir là, on a une justification. Donc sur le plan conceptuel, donc on voit bien que l'Anthropocène déjà a des racines forcément dans l'histoire des sciences, et sur le plan lexical, il est bien antérieur à la publication de 2000 et de 2002 de Stoermer et Crutzen. Alors, oui. Je ne sais pas très bien exactement ce que c'est le quaternaire, est-ce que vous pouvez dire en 2 mots? Alors, il y a peut-être un géologue qui pourrait dans la salle m'aider. Le quaternaire comme subdivision dans la temporalité. Ça commence à peu près à 2 millions d'années. Et avant, il y avait le tertiaire, le secondaire, et le primaire. Donc en fait, c'est le quaternaire, ce qui rythme le quaternaire, c'est l'alternance des glaciers, des périodes froides et des périodes chaudes. Voilà. Au cours des années. Et on est rentré dans le dernier réchauffement, qu'on appelle l'Holocène. On vient de donner un nouveau nom en plus à l'Holocène et à son image. À peu près 11 700 ans, qui correspond finalement au dernier réchauffement du quaternaire, même s'il y a eu des cycles dans cet Holocène où, dans le réchauffement médiéval, il y a à peu près 1000 ans, il y a le petit âge glaciaire qui correspond à un réchauffement. Donc le quaternaire, c'est véritablement cette période où on a l'alternance de périodes chaudes et de périodes froides, correspondant à l'ubiquité de la Terre, à l'ensoleillement. C'est véritablement ce rythme-là qui a donné cette grande période géologique. Ce qui n'était pas le cas avant. Non, avant, on n'était vraiment pas adossé à des périodes de glaciation et à des périodes de haut réchauffement. Voilà, merci beaucoup. Je ne l'aurais pas aussi bien dit. J'ai mis une slide sur laquelle je vais aborder tout à l'heure avec les subdivisions dans la charte internationale chronostratigraphique. Voilà, donc je reviens en arrière et on pourra revenir sur ces éléments-là, tous ces cycles de Milankovitch qui ont été occultés dans les controverses climatiques avec les variations de l'obliquité de la Terre qui pilotent les périodes interglaciaires, glaciaires interglaciaires, sur des périodes de temps, en fait, des échelles de temps de 20 à 100 000 ans à peu près de mémoire, je vous dis ça. Mais je ne pense pas trop me tromper, même si je ne suis pas du tout un spécialiste. Alors, en fait, là, on s'aperçoit, pour faire une synthèse, là, c'est que le concept d'anthropocène, il est très proche d'autres concepts, et je vous invite à aller voir ce qu'a écrit Greenwald ou plus récemment Dutreuil là-dessus. Donc, sur tout un ensemble de concepts, biosphère, noosphère, écosphère, etc., voire plus récemment la théorie de Gaïa, qui a été largement documentée avant que le concept d'anthropocène arrive. Et en fait, la spécificité du concept, si elle se distingue de l'ensemble de ces autres éléments, c'est bien sa spécificité uniquement sur le plan géologique en tant que temporalité géologique. Même si après il peut y avoir d'autres éléments à la main. Alors, il y a différents points de controverse sur lesquels je ne vais pas m'appesantir, sur le début de l'Anthropocène. Alors là, c'est encore largement en cours, hein, c'est une controverse en train de se faire. Donc certains le situent au moment où l'homme a commencé à développer l'agriculture, etc., la libération du méthane dans l'atmosphère. Et plus récemment, le groupe de travail sur l'Anthropocène s'est prononcé pour le faire débuter avec la grande accélération à la sortie de la Deuxième Guerre mondiale pour des modalités techniques, en fait, c'est-à-dire pour avoir des éléments d'objectivation dans les couches stratigraphiques de la Terre, avec deux méthodologies qui permettent d'objectiver ça. Donc c'est l'acronyme GSSA ou GSSP. Et finalement, pour l'instant, on tend plutôt vers la deuxième, c'est-à-dire le fameux clou d'or, c'est-à-dire trouver un marquage, une objectivation de l'Anthropocène dans les couches stratigraphiques. Et bien sûr, élément hautement controversé, c'est sur quelle échelle de temps mettre l'Anthropocène. Est-ce une ère telle que c'est posé dans l'article de Nature par Crutzen, une période ou encore une subdivision? Et vous allez voir que le débat
a largement évolué depuis l'année dernière en fait. Hein. C'est-à-dire qu'en un an, il s'est passé beaucoup de choses. À bas bruit, mais il s'est passé beaucoup de choses. Alors, un mot sur le groupe de travail sur l'Anthropocène, pour bien le situer. Il a été créé en 2009, suite à une publication en fait. Et ce groupe de travail sur l'Anthropocène donc, se situe, c'est pour ça que j'ai mis des poupées russes, et ça apparente vraiment un labyrinthe. Donc c'est vraiment très hiérarchisé, très structurel. Donc il est au sein d'une sous-commission de stratigraphie du Quaternaire, elle-même qui est une composante de la Commission internationale de stratigraphie, elle-même qui appartient à l'Union internationale des sciences géologiques. À ne pas confondre, c'est important, avec un élément, la commission qui est en fait britannique. Donc la WG a pour mandat de travailler précisément sur une proposition de formalisation de l'Anthropocène en tant que temporalité géologique. C'est leur mandat. Voilà, c'est leur mandat. Ce groupe de travail est éminemment interdisciplinaire. Et si vous allez voir sur Internet, ils ont un site Internet qui est largement documenté. Il y a parmi les membres de la WG à la fois des géologues, des historiens. C'est véritablement un groupe de travail qui travaille dans une véritable multi- ou interdisciplinarité. Alors, à ce jour, donc en avril 2019, le groupe de travail sur l'Anthropocène n'a fait aucune proposition de formalisation. Aucune proposition de formalisation à la commission de stratigraphie qui devrait remonter pour pouvoir être validée. Et non seulement il n'y a eu aucune proposition de formalisation, mais suite, alors je vous ai mis la publication, c'est un lien de causalité que je fais mais qui a vérifié. Suite à une publication de Tsunai et al. En 2018, il y a une actualisation de la fameuse charte chronostratigraphique et une introduction d'une nouvelle temporalité appelée l'âge du Méghalaya, en fait, qui est une zone qui se situe en Inde. Et donc cette charte-là qui date, donc je ne sais pas si vous voyez en haut à droite, de juillet 2018, cette charte a été actualisée, et pour modifier la charte, c'est véritablement un parcours du combattant. Et donc, en faisant des zooms successifs, vous voyez que donc on a l'Holocène. Initialement, la publication de Crutzen et Stoermer devait positionner l'Anthropocène comme succédant à l'Holocène. Finalement, la WG travaille sur une subdivision de l'Holocène, et il y a le Méghalaya qui est venu en quelque sorte remplacer l'Anthropocène. Et donc, on peut se demander si c'est simplement un enterrement en grande pompe de l'Anthropocène en tant que temporalité géologique. Donc ça, ce sont les faits. Maintenant, après, je vais vous proposer de rentrer dans le jeu d'acteur pour comprendre qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui s'est passé là. Rien ne dit qu'il ne va pas y avoir une déconstruction, qu'on ne va pas revenir en arrière. Les informations que j'ai jusqu'à présent, puisque ça date de cet été, sont insuffisantes pour que je puisse aller au-delà, mais en tout cas, c'est fortement débattu. Voilà. C'est très fortement débattu, et vous imaginez que les membres du groupe de travail et les membres de la WG sont passablement en colère. Alors, avant que la charte de chronostratigraphique soit actualisée en juillet 2018, le groupe de travail était en train de formaliser un guide, The Anthropocene as a Geological Time Unit, et un guide pour les évidences, les preuves scientifiques et les débats en cours. La publication date de mars 2019, mais en fait était déjà, vous imaginez bien, hein, c'est un gros pavé, était déjà en cours en juin et juillet quand la charte a été actualisée. Et donc un membre du groupe de travail me dit: notre groupe de travail n'a lui-même aucun pouvoir de décision, contrairement à ce que semblent croire nombre de critiques et les médias, donc ils sont un peu désemparés
fait, par ce qui se passe, et on verra bien en 2019 quelle sera la réception de notre gros dossier. Donc, c'est dans la partie historique et épistémologique me satisfait nullement car l'écriture collective entraîne beaucoup de compromis qui nuisent à la rigueur et à la précision. Je l'ai parcouru, je trouve qu'il est un peu dur avec le groupe de travail parce que c'est quand même un pavé bien construit, documenté, largement étayé et qui méritera une analyse approfondie. Donc, pour terminer avec cette déconstruction de l'épistémologie de l'Anthropocène, c'est une première interprétation que je fais, c'est qu'on peut le voir comme un apatride épistémologique. Alors, il pose, je pense, ces questions-là, où on voit qu'il y a des luttes il y a des luttes internes au sein des sciences géologiques, où le groupe de travail sur l'Anthropocène s'oppose en fait à d'autres géologues qui, pour contrer le groupe de travail, ont peut-être à la hâte entériné cette subdivision, le mégalaïen. Et on voit que l'Anthropocène, qui initialement est posé en tant qu'ère géologique, en fait, a du mal à s'affirmer sur ce champ-là, parce que il y a un champ naissant, le champ des sciences du système Terre, et qui a du mal encore à se structurer d'un point de vue paradigmatique au sens kuhnien du terme, c'est-à-dire en tant qu'acceptation par les pairs, et qu'on est là, on voit la naissance d'un nouveau paradigme qui se fait, et la naissance de ce nouveau paradigme se fait avec ces luttes-là. Donc là, on est peut-être en train de voir justement la construction d'un paradigme qui va se structurer. Bien sûr, ce que je vous amène là est une interprétation et mérite une discussion approfondie. Donc, maintenant, on va passer aux logiques de médiation de l'Anthropocène dans les médias. Alors, je vais vous proposer deux éléments. Ces deux éléments, la façon dont j'ai construit les corpus me semble suffisamment robuste et représentatif de ce qui se passe, en tout cas à l'échelle de la francophonie. Je n'ai pas répliqué ce travail-là avec la littérature anglophone, mais de mon point de vue, c'est suffisamment robuste. Alors, j'ai pris le congrès, le 35e congrès de l'IUGS qui s'est déroulé à Cape Town en Afrique du Sud. Et je vous rappelle, là où notre journaliste, qui apparemment est bien informé, puisqu'il sait que le concept remonte aux années 60 et soviétiques, mais apparemment, vous allez voir, dit depuis l'idée a fait son chemin jusqu'à la reconnaissance officielle le 29 août 2016. Hein, voilà, ça c'est le journaliste qui nous dit ça. Alors, il y a eu un communiqué de presse qui a été fait par la WG la veille, donc le 26 août, la veille, et en fait sur le colloque qui a duré quelques jours, il y a eu 1 heure consacrée à l'Anthropocène, avec 2 interventions du secrétaire de la WG, Colin Waters, et Stanley Finney, qui est un géologue. Donc ils sont en opposition. Alors, j'ai construit des corpus hétérogènes, de manière exhaustive avec Europress et Factiva, à la fois sur tout ce qui a été produit d'un point de vue textuel dans les médias, donc en prenant au sens le plus large, et tout ce que l'on peut trouver aussi comme éléments radiophoniques, vidéo. Donc j'ai couvert cette période en prenant en gros du 1er août 2016 jusqu'à fin décembre 2016 pour avoir un élément assez large de la couverture. Et alors, que nous disent les médias? Donc là, je prends des éléments qui illustrent. Mediapart qui nous dit nous sommes entrés dans l'Anthropocène. Le Monde diplomatique qui nous dit le tournant de l'Anthropocène. L'agence québécoise Science Presse, notre empreinte globale, voilà, on est entré dans l'Anthropocène à nouveau. Voilà, c'est présenté comme un fait avéré, scientifiquement validé. Et pour la science, qui est donc un média de vulgarisation scientifique, comment nous sommes entrés dans l'Anthropocène. Donc ça, c'est des éléments qui sont
représentatifs dans leur très grande majorité. Hein. Les médias ont repris en fait le communiqué de presse de l'AWG. Il y a eu, alors je ne suis pas un spécialiste des sciences de l'information et de la communication, mais il semble y avoir eu un élément viral où le premier élément est une dépêche AFP qui n'est pas signée. J'ai fait ma recherche auprès de l'ensemble des journalistes, y compris Sylvestre Ruet, voilà, pour savoir qui couvrait l'événement. Je n'ai pas réussi à savoir, c'est encore des zones d'ombre à éclaircir. Et donc cette dépêche de l'AFP a été virale et a été reprise après en boucle. En même temps, alors qu'il y avait cette espèce de frénésie médiatique, on voit bien hein, quantitativement, il y a un pic dans la couverture France Inter, donc dans le magazine de vulgarisation scientifique, la tête au carré, invite Patrick de Vévert, donc, qui est professeur, je crois, au Muséum, et dit, à propos du groupe de travail sur l'Anthropocène, c'est comme si un groupe de personnes se réunit et décide d'acheter un château avant de s'apercevoir qu'ils n'ont pas l'argent pour acheter le château, c'est-à-dire attaque de front, la proposition qui a été faite. Alors, pour être quand même totalement objectif, c'est très asymétrique, mais quand même, les lecteurs du journal La Croix sont un des rares lectorats pour pouvoir avoir une information étayée. Bon, ils ont mis un peu plus de temps, hein, ça a été publié le 31 août, et c'est un des rares journaux qui va mettre un petit peu en perspective et qui va parler des débats. Alors, que s'est-il passé véritablement? Parce que si vous ne savez pas ce qui s'est passé, vous allez lire la presse, même si vous avez beaucoup de temps et que vous êtes très méticuleux là-dedans, pour s'y retrouver, c'est vraiment pas évident. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Colin Waters est arrivé en faisant une présentation, donc deux présentations, d'un travail synthétique qui avait été fait par le groupe de travail et qui proposait, non pas une proposition de formalisation, mais arriver avec des propositions, notamment de faire démarrer l'Anthropocène après la grande accélération, etc. Et ces deux propositions ont été balayées d'un revers de la manche par Finney en disant écoutez, vos propositions sont bien gentilles, hein, mais en gros, vous n'en avez aucun moyen sur le plan des sciences géologiques de prouver en quoi que ce soit un premier élément d'objectivation, d'une objectivation d'un forçage anthropique dans les couches stratigraphiques de la Terre, et donc à balayer d'un revers de la manche ces propositions. L'Anthropocène n'a pas été du tout validé, il n'y a même pas eu une proposition de formalisation qui a été posée en 2016. Ce qui pose de sérieuses questions quant à la bonne régulation du débat démocratique dans notre société, dès lors que ce type de conceptualisation ou de catégorie de pensée amène à réguler les décisions politiques. Donc bien sûr, j'ouvre le champ à la discussion. Deuxième élément sur les médias, donc là c'est un travail que j'ai fait très récemment, mais en fait vous allez voir qu'ils m'ont largement aidé, parce qu'il se fait rapidement, vous pouvez le répliquer en 2 temps 3 mouvements depuis votre ordinateur là maintenant. Donc vous voyez en haut un tweet, donc ça a été relayé sur Facebook, moi j'ai repris le tweet, donc un tweet de l'IUGS qui a été relayé sur Facebook. Donc ce n'est pas un communiqué de presse, et qui intronise le Mégalaïen. Le Mégalaïen, donc en lieu et place de l'Anthropocène. Donc ce tweet est paru le 13 juillet 2018, puis j'ai fait le même travail, en fait, pour voir d'un point de vue exhaustif comment ça a été couvert. Ça va très très vite, en fait, hein. On a 2-3 occurrences qui ressortent. Donc il y a Science et Avenir, qui reprend cet élément-là, donc il parle du Mégalaïen comme venant supplanter comme venant supplanter l'Anthropocène. Il y a un journal inconnu, le Daily Geek Show, qui a repris cette information. Radio-Canada, et aussi, je ne l'ai pas noté, les Échos, qui ont repris, voilà. Et ça s'arrête là. Alors,
ça pourrait être étoffé. Là, pour l'instant, en gros, c'est pour reprendre un peu ce que Jean-Baptiste Combi avait dit, c'est faire de bruit sans faire de vagues. En fait, hein, c'est-à-dire on publie un tweet, on met sur Facebook, mais en fait, il ne s'agit pas d'aller solliciter une large audience, d'aller solliciter un public de pairs ou les citoyens pour dire regardez, on va balayer l'Anthropocène. C'est au contraire de dire bon, regardez, nous on pose les bases. Voilà, le mégalaïen est intronisé officiellement dans la charte chronostratigraphique. Maintenant, on ne sait pas de ce qui va devenir de l'Anthropocène, mais nous en tout cas, on a fait notre travail. Et rien de plus n'a été fait. Donc, on arrive à la quatrième partie. La première permet de voir en gros de quoi parle-t-on quand on parle d'Anthropocène. La deuxième, de se poser la question de sa publicisation dans les médias. Maintenant, le concept d'Anthropocène a subi une migration conceptuelle, on peut dire, à marche forcée. Donc les éléments que je vous apporte là, vous allez voir, ces résultats ont beaucoup de limites, peuvent prêter à interprétation, et je suis tout à fait ouvert à la discussion, donc je présente les choses d'une certaine façon, mais on peut revoir les éléments. Donc, une analyse des régimes discursifs, là aussi, construction de corpus. Donc, je ne suis pas sûr d'avoir couvert de manière exhaustive l'ensemble des corpus qui parlent d'Anthropocène, parce que la littérature scientifique, donc quand je parle de littérature scientifique, c'est en même temps des sciences humaines et sociales et des sciences dures. Hein. Donc, l'analyse des registres discursifs, avant tout textuels, sur l'Anthropocène, fait référence à des registres épistémologiques et axiologiques très hétérogènes, véritablement très hétérogènes. Donc là, je résume en une ligne tout ce que l'on pourrait avoir comme discussion qu'il y a eu à partir des années 2002 où ce concept d'Anthropocène a commencé à migrer. Et d'ailleurs, je pose la migration conceptuelle telle que l'on posait Bonneuil et Fressos, mais on pourrait tout de suite me rétorquer que Chakrabarty a lui-même anticipé ces éléments-là en posant les éléments de sa migration conceptuelle et en considérant que l'homme était devenu une entité géologique et physique au même sens que... Donc je le pose arbitrairement comme ça pour pouvoir après étayer mes propos. C'est-à-dire que la migration conceptuelle, comme un glissement d'une recherche d'objectivation des activités humaines en tant que force tellurique à l'échelle des temps géologiques, s'orientant vers l'intégration d'une dimension sociale visant à distribuer de façon différenciée les responsabilités des activités humaines. Et c'est le travail qu'ont fait Bonneuil et Fressos dans l'ouvrage que vous connaissez très certainement et que je vais aborder après. Donc je le pose comme ceci. Alors, dans cette migration conceptuelle, là on arrive dans un champ de controverses, de polémiques, de lutte symbolique absolument intense. Et là, je la polarise d'un point de vue caricatural, c'est-à-dire le travail qu'ont fait Bonneuil et Fressos à partir de 2013, ça a été actualisé en 2016, hein, leur ouvrage. L'événement Anthropocène, la Terre, l'histoire et nous. Les scientifiques nous annoncent, la Terre est entrée dans une nouvelle époque, l'Anthropocène. Bon, ça prête à confusion parce que ce n'est pas le cas. Et des travaux de Francis Chateau-Renaud et Josquin de Base qui, sans s'opposer véritablement, eux posent une nouvelle façon, donc essayent de tirer l'Anthropocène d'un point de vue différent, en définissant un concept de contre-Anthropocène pour avoir une descente d'échelle encore plus importante. En gros, Chakrabarty avait une vision très globalisante. Bonneuil et Fressos ont essayé de redistribuer les responsabilités. Et Chateau-Renaud et de Base essayent d'arriver dans une dimension plus micro-anthropologique, on va le dire. Et donc on voit là que le concept est tiraillé, un peu comme on pourrait tirailler sur un ballon de baudruche. Et son extraordinaire plasticité permet justement cette réappropriation et cette migration conceptuelle. Pardon. Alors, le mainstream, parce qu'il y a un mainstream, certains aspects controversés
et notamment dans cette migration conceptuelle, sont passés sous silence. Et là, ce que moi je veux souligner, c'est que dans la migration conceptuelle qui s'est opérée, dans le champ des sciences humaines et sociales, et dans d'autres champs aussi, il y a une occultation de ce que je vous ai présenté, le fait qu'il n'y ait aucune proposition de formalisation de l'Anthropocène qui était proposée, et qui plus est, très récemment, une nouvelle subdivision, le Meghalaya. Donc, ce qui pose problème, selon moi, c'est que l'Anthropocène est présenté comme un fait avéré, scientifiquement froid, en fait de courbes, voilà. Malgré la volonté d'historiciser et de politiser le concept, il y a pour moi un déficit de prise en compte de la complexité des débats. Le fait que l'Anthropocène soit une hypothèse scientifique et non une théorie validée, là ça pose la question de l'objectivation des savoirs scientifiques, de la notion de vérité, ça renvoie à d'autres éléments, voilà, qui peuvent aussi amener beaucoup de discussions, et des aspects politiques dès l'origine, parce que dès l'origine, tel que c'est posé, y compris dans la littérature russe, c'est posé dans une revue, non pas de sciences géologiques, mais d'anthropologie. Vous voyez, on n'est pas du tout dans un registre des sciences dures, et dans cette dichotomie telle que l'on peut la présenter. Alors, cette diapositive pourrait être une diapositive comme pédagogique, entrée spéculative, qui prête à discussion. Elle est là pour ouvrir le débat. En fait, pour reprendre tous les niveaux de conflictualité que l'on peut avoir dans l'Anthropocène, à la fois sur les points de vue épistémologiques et sur les points de vue axiologiques, en gros sur les savoirs scientifiques et sur tout ce qui relève des normes et valeurs, on voit qu'il y a sur le plan axiologique une polarisation entre deux mondes. Donc quand je dis une polarisation, les deux camps ne sont pas distribués de manière homogène, au contraire, c'est une pluralité d'acteurs que l'on a, et bien malin serait celui qui arriverait à avoir une cartographie objective des positions des acteurs. Donc on a un courant moderniste, celui qui est porté par Crutzen, considérant que les sciences, et notamment la géo-ingénierie, peuvent apporter des solutions, et de l'autre côté, le courant de l'écologie politique, qui vise à remettre en question, en gros, la mainmise de l'homme, avec ce que j'appelais le métacourant pragmatique, critique, rationnel et réflexif, qui essaye d'apporter de la pondération là-dessus. Et donc là, on a ces éléments qui sont bornés dans leur radicalité sur le point de vue axiologique avec cette opposition, mais d'un point de vue purement scientifique, les gardiens, en gros, de l'épistémologie, les géologues, ont eu comme travail, en gros, de torpiller l'Anthropocène et le groupe de travail sur l'Anthropocène, proposer le Meghalaya, mais ne s'oppose pas du tout à l'écologie politique. Et j'en veux pour preuve, par exemple, même si ce n'est pas forcément un cas qui va pouvoir être représentatif, le débat qu'il y a pu avoir entre Catherine Jandel, qui est membre de la WG, et Patrick de Wever au Muséum l'année dernière. Et donc, bien qu'ils ne soient pas d'accord, ils sont d'accord pour ne pas être d'accord et de poser les bases en disant, bon, mais quand on parle d'Anthropocène, on parle de pluralisme. Et en fait, on se retrouve avec ce concept qui est d'une extraordinaire plasticité, et on ne sait plus bien véritablement de quoi parle-t-on quand on parle d'Anthropocène. Donc, cette diapositive que je vous présente là, je sais bien, ce n'est pas un résultat, c'est simplement, si vous voulez, des vertus pédagogiques pour expliquer comment les jeux d'acteurs et d'arguments que l'on voit là se distribuent, et que pour l'instant, si on reprend là la typologie de Dominique Reynaud de ces controverses, les camps ne sont pas suffisamment polarisés parce qu'on est dans un élément naissant de controverse et que l'on ne sait pas encore ce que va donner cette polarisation et comment la dimension structurelle et l'opposition politique que l'on peut avoir là-dedans, ce vers quoi elle va tendre et quelles sont les positions des acteurs qui vont se configurer au fur et à mesure que l'histoire va se construire. Et notamment, avec le Meghalaya, on ne sait pas les conséquences que cela peut avoir. Et donc on se retrouve dans cette migration conceptuelle de l'Anthropocène avec
un champ de lutte de pouvoir symbolique, alors c'est les luttes qui sont symboliques, fortement contraints, avec des catégorisations d'acteurs à la louche. Donc on a les anthropocénologues, alors ça c'est les membres de la WG, ils ne sont pas contents qu'on les appelle comme ça. Les collapsologues, donc ça c'est un peu les opposants des travaux qui sont faits dans les sciences humaines et sociales, où on traite de catastrophistes, pardon. Donc il y a l'usage de ces catégories que l'on retrouve dans les controverses climatiques, les climato-sceptiques qui sont devenus climato-réalistes, vous voyez. On retrouve à chaque fois ces jeux d'acteurs et de catégorisation, avec des réappropriations discursives. Donc on n'a pas le ticocène, mais on a l'anglocène, le capitalocène, l'anthropocène, la contre-anthropocène. Et pour faire œuvre d'autocritique et de distanciation par rapport à mes propres travaux, c'est l'anthropostream, c'est de moi, c'est-à-dire que je suis aussi dans ce champ de lutte. Et je ne me mets pas dans une position surplombante et je suis totalement dans la marmite et prêt à recevoir les coups aussi parce que je sais très bien qu'on ne peut pas être comme ça de manière surplombante, attaquer, attaquer, mais arriver avec un outillage analytique. On fait forcément partie des acteurs, ce qui pose d'un point de vue de la posture du chercheur dans son enquête une formidable question d'épistémologie, mais qui pourrait donner tout un programme de recherche. Voilà. Alors, je reprends un propos d'un des membres de la WG qui dit « Je l'ai dit plus d'une fois à X », donc j'ai gommé volontairement les propos, bien que l'auteur serait tout à fait d'accord pour que je nomme les personnes. Voilà, mais je ne veux pas suralimenter et mettre du feu en plus déjà de grosses polémiques. À quelques collègues du centre Coiré, qui par ailleurs font de beau travail, mais ils connaissent mal l'ICSU, c'est-à-dire la subdivision de la WG, et négligent l'évolution de la science écologique, théorique et appliquée. Donc là, c'est pour illustrer en fait le travail. Les luttes. Alors, un autre chercheur me dit « Pour le moment, je suis toujours en peine avec les difficultés du dialogue entre les scientifiques et les humanistes, notamment à propos du livre qui a suivi le grand colloque avant la COP21 au Collège de France, donc avec Descola et Latour, où brilla pour moi l'absence des géologues et des évolutionnistes français. J'ai un peu revu les positions influentes récentes de Descola et de Latour, qui interviennent dans le débat sur l'anthropocène sans tenir compte de la double origine de cette nouveauté épistémologique qui dérange tout le monde, l'approche top-down donc des sciences du système Terre et l'approche bottom-up de la stratigraphie. Et j'avoue que je suis perplexe, notamment parce que je ne suis pas certain de bien comprendre les tours et les détours de Latour et de son ami Descola. Donc cet élément-là n'a d'autre but que de montrer en fait ce qui dans le millefeuille interdiscursif, et là, en ce moment, la controverse est en train de se faire et il y a véritablement un champ de lutte très intense. Et donc, je reviens à une des premières slides que j'avais à la fin de la déconstruction. Là, selon moi, ça étaye un peu plus le propos que je vous tenais. C'est-à-dire qu'on voit là, en ce moment, on a la naissance d'un paradigme. On voit la naissance du paradigme des sciences du système Terre qui commence à se structurer, mais qui manque encore de cohésion et de structuration. Et à l'heure d'aujourd'hui, rien ne sait s'il ne va pas y avoir une consolidation, au contraire, un appauvrissement de ce paradigme par une adhésion de la communauté des pairs. D'un point de vue personnel, mais c'est très interprétatif, je pense qu'il va y avoir une naissance de ce nouveau paradigme et qu'à un moment donné, on va avoir des positions qui vont se clarifier et que si l'on prend la controverse et la conflictualité d'un point de vue dialectique, c'est-à-dire dans ce qu'elle oppose mais aussi dans ce qu'elle permet de réunir, il y a toujours cette dimension dialectique dans la conflictualité, va apparaître très certainement des positions qui vont être plus claires que ce qu'elles sont maintenant, c'est-à-dire assez obscures et confuses. Comme mes propos, je suis désolé.
c'est pas tout comment dirais-je, ma perspicacité. Alors, pour conclure, je vais vous présenter ce qui nourrit en fait ma réflexion. Ce qui nourrit ma réflexion et qui là sont des éléments plus d'ordre philosophique et interprétatif. Et je ne suis absolument pas spécialiste du domaine, donc je compte sur vous pour alimenter le débat. Alors, je suis remonté donc à l'héritage de l'école de Francfort, d'Adorno et de Horkheimer sur la critique de la rationalité scientifique et qui critiquait l'expertise. Et en gros, l'expertise scientifique, donc je vous répète, au sens de Roqueplot, comme la traduction d'un savoir en vue d'une décision, d'une prise de décision politique, pour moi, elle est pour l'instant structurée dans un élément qui reste, selon moi, très moderne, bien qu'on soit en train de remettre en cause ce grand dualisme nature-culture, de remettre l'homme au centre de tout, qui est à la fois habermasien dans le sens de réhabilitation de la rationalité, du débat démocratique qui pourrait se conduire grâce à ces vertus de la rationalité, et articulé avec le principe de la responsabilité de Jonas. Et donc s'articule le débat de l'expertise dans cette comment dirais-je, structuration. Alors je passe les Giddens, etc. Je prends que ces deux auteurs volontairement, dans cette structure qui pour moi est très moderniste et qui se réfère à un modèle, ce modèle en fait très vertical, d'une science parlant au pouvoir, Science Speaks Truth to Power, et qu'on retrouve à travers le GIEC par exemple, ou l'IPBES sur la biodiversité. En gros, le scientifique est là pour éclairer le débat et les décisions vont être prises à partir de cet éclairage-là. Voilà. Même si on voit des descentes d'échelle en ce moment qui se passent d'un point de vue social, beaucoup de travail, j'en suis aussi un des auteurs plus horizontal, mais en tout cas de cette verticalité. Et cette verticalité, en fait, elle inhibe la complexité des débats dans l'espace public, et elle inhibe parce que on a besoin d'agir rapidement dans la crise écologique, on a besoin de catégories de pensée opérantes, que ce soit pour le climat ou pour l'anthropocène. Et l'anthropocène d'ailleurs l'a posé initialement en vertu des problématiques climatiques. Et donc, ça pose la question de comment alimenter les décisions politiques au regard d'un débat qui prendrait en compte le pluralisme des représentations et la conflictualité. Et pour moi, ça pose la question d'une nécessité, d'un retour à l'esprit des Lumières, à une forme de libéralisme intellectuel, c'est-à-dire d'un libre exercice de l'entendement au sens kantien du terme, avec, pour ma part, une double répercussion. D'une part, d'un point de vue de l'éducation, donc là je parle de l'éducation du primaire au secondaire jusqu'à l'université dans les écoles doctorales, une éducation à l'épistémologie, à la complexité et à l'esprit critique, et d'autre part, sur tout ce qui fait la philosophie de l'agir environnemental. Bon, l'agir environnemental, c'est un concept aussi qui est polysémique et peut-être, je l'ai catégorisé comme ça, mais en gros, comment entrer faire face aux problématiques socio-environnementales que l'on connaît de nos jours. Et donc je pose cette question, je terminerai par là. Comment penser la complexité des questions environnementales face à l'urgence, bien sûr qu'il faut mettre entre guillemets, d'agir. Voilà, je vous remercie. Oui. Je vais commencer, je ne suis pas du tout philosophe, je ne suis pas du tout sociologue, mais il y a une question qui me turlupine. Est-ce que vraiment l'anthropocène, c'est un nouveau paradigme, ou c'est simplement un concept qui n'a pas trouvé son cadre paradigmatique?
Un paradigme, pour moi, c'est un nouveau truc, ça change notre façon de réfléchir sur les choses, ça, éventuellement ça invente des nouveaux instruments pour mesurer. Peut-être quelqu'un, c'est une question de quelqu'un des sciences dures, un peu facile. Alors, je répondrai, c'est un concept d'une extraordinaire plasticité. Donc, qui, par sa plasticité et son ambiguïté, a pu être approprié par un certain nombre de champs, au sens disciplinaire du terme, et qu'à travers cette migration conceptuelle et donc cette extraordinaire plasticité, on voit naître, selon moi, hein, le paradigme, au sens kuhnien du terme, c'est-à-dire l'adhésion par les pairs, des sciences du système. Voilà. C'est un peu une question, une réflexion. C'est-à-dire, au début, donc, il y a eu tout un travail sur quels indices, quels indicateurs pouvaient marquer, permettre de dater, quels étaient les événements, est-ce qu'il y avait des phénomènes, la chute à vapeur par exemple, l'événement, je sais pas, l'arrivée du feu, tout ce qu'on veut, pour marquer. Donc c'était tout un espèce de jeu, de discussion sur des notions d'indices, d'événements, d'indicateurs. Ensuite, il n'y a pas eu du tout de questions sur qui proviendraient de justifications théoriques. Par exemple, on pourrait très bien considérer, c'est complètement idiot, mais que c'est la variation du chaud et du froid qui ont créé le feu, enfin le besoin de se chauffer. Donc, en réalité, on pourrait dire que l'air dans lequel on est théoriquement complètement causé par le quaternaire. C'est en écoutant le début, je me suis dit, donc il n'y avait personne n'a posé d'éléments théoriques comme ça. Bon, après, on peut ainsi essayer de caractériser les méthodes pour la dater, etc., etc. Donc tu as eu tout ce début-là. Et ce que j'étais en train de dire, c'est qu'à la fin, ce qui m'a semblé extrêmement intéressant, c'est quand tu as commencé à traiter de l'outillage analytique. Et la question un peu idiote que j'ai, c'est peut-on faire envers l'outillage analytique, avec un retour sur la rationalité dont tu parlais, le même travail que celui que tu fais sur l'Anthropocène, c'est de dire mais quels sont les indices de la rationalité, quels sont les phénomènes, les événements, comment peut-on mesurer les fluctuations de la façon d'analyser un concept, donc de se donner donc on pourrait dire une instrumentation siècle des Lumières pour regarder en quoi un débat peut éclairer une question. L'épistémologie, l'histoire des sciences, c'est le parent pauvre de l'université. Ces questions-là intéressent malheureusement un trop petit nombre de personnes. Donc effectivement, il y a tout à faire sur l'outillage analytique de ce point de vue-là, même s'il y a déjà de nombreux travaux. Mais je pense que la communauté est très réduite en fait. Pour reprendre les éléments que tu disais au départ, en fait, il faut voir la controverse là comme un élément extraordinairement foisonnant pour la science. Là où la WG s'était tiré une balle dans le pied, c'est de chercher une objectivation sur les marqueurs stratigraphiques. Et a priori, ils vont avoir du mal. Par contre, grâce à cette extraordinaire difficulté d'aller à chercher ces marqueurs d'objectivation, ils ont fait un travail colossal donc sur tout un ensemble de cet ouvrage-là, pour lequel la personne était peu charitable, mais en fait, pardon, excusez-moi, voilà, c'est un gros pavé, c'est là on voit tout le travail qu'ils ont fait au sein de la WG, et il n'y a pas que la WG qui a travaillé là-dessus, hein. Après il y a toute la réappropriation même dans le champ des sciences humaines et sociales qui a permis ce formidable travail. Et en fait, la science est vivante quand elle est controversée, et plus la controverse va être vive, et plus la science va avancer. Alors effectivement, toutes les questions que tu poses sont des questions qui sont sans réponse, qui sont à venir pour l'instant, puisque c'est des controverses en train de se faire, pour reprendre les termes latouriens.
merci beaucoup, c'est intéressant. Moi, je suis au centre Coiré, mais je ne suis pas du tout spécialiste de l'anthropocène. Je travaille sur le changement climatique, ce qui est certes très lié, mais donc, je ne fais pas partie des anthropocénologues du centre Coiré. Et alors, pour moi, ce qui est frappant, c'est effectivement ce que vous disiez, ce qui a été dit plein de fois, c'est-à-dire que cette polarisation sur l'aspect géologique est quand même quelque chose qui induit pas mal finalement de malentendus et d'erreurs d'interprétation. Je travaille un peu avec Dutreuil, dont vous avez parlé, et je suis complètement sur ses positions, si je veux dire. C'est-à-dire qu'en fait, ça paraît, quand on travaille là-dessus, ça paraît un peu absurde de vouloir fixer géologiquement quelque chose qui finalement relève d'à peu près tout sauf la géologie, c'est-à-dire l'idée, c'est que l'idée globale de l'anthropocène, telle que son remonte seulement à Crutzen, c'est un groupe de gens qui travaillent sur le fait que l'homme a une action sur énormément de choses. Il y a certes le changement climatique, mais aussi la biodiversité, les fleuves, il y a des spécialistes des fleuves, enfin énormément de niveaux. Et donc, l'homme devient une force majeure, etc. Mais cette force, dire qu'elle est géologique, c'est quand même un peu un problème. L'homme agit sur l'eau, sur l'air, sur à peu près tout, mais peut-être pas précisément sur, enfin moins facilement, seulement la géologie, c'est un marqueur. Donc c'est un peu, vous l'avez dit plusieurs fois, c'est-à-dire que se tirer une balle dans le pied, etc. C'est-à-dire qu'en fait, si on se polarise sur cette histoire d'indicateurs et de marquage, me semble-t-il, encore une fois, je ne travaille pas là-dessus, hein, mais on se trompe un petit peu de cible, j'allais dire. Et effectivement, en fait, l'anthropocène, c'est un peu l'analyse de Sébastien Dutreuil, mais c'est une production d'un certain nombre de gens qui se veulent les inventeurs des sciences du système. Et donc l'anthropocène, tel que ça c'est la vision du truc, c'est une production d'une peut-être nouvelle discipline ou pas, enfin c'est tout à fait la question, on ne sait pas, et d'ailleurs on continue à travailler là-dessus, là je travaille un petit peu là-dessus par contre, un tout petit peu, avec Sébastien et d'autres, c'est est-ce qu'il y a des nouvelles sciences du système Terre? Donc l'anthropocène serait dans cette vision-là quelque chose qui a été produit par les gens qui promeuvent ces nouvelles sciences du système Terre. Donc c'est juste, et donc effectivement pour des gens des sciences dures, si on se polarise sur alors est-ce que c'est une nouvelle... L'impression que j'ai, hein, parce que moi j'ai pas lu ce gros livre, etc. Donc, eh ben, peut-être qu'on est un petit peu à côté d'une part les intentions des Crutzen et des gens de l'UGBP, enfin d'un certain nombre de scientifiques qui se sont réunis pour produire un certain nombre de concepts aussi, pas seulement pour... Et puis on est aussi, puis il y a un autre aspect, c'est évidemment l'aspect des sciences sociales qui se sont emparées de cet objet. Donc d'où la complexité, hein, l'aspect géologique sur lequel on peut se polariser, l'aspect des sciences sociales, l'aspect de toutes les autres sciences, et puis aussi une autre chose, c'est quand ça a commencé, qui évidemment, ça, alors là, je ne connais pas bien, enfin j'ai lu un petit peu, mais on voit très bien l'aspect ultra-politique de dire ça a commencé de tout temps l'homme, ou bien le capitalisme, ou bien la colonisation, ou bien, bon, c'est-à-dire tout y passe en fonction de la date qu'on met. Mais, bon, voilà, donc j'étais plus une remarque, mais surtout une remarque sur le fait de, est-ce que finalement, ne pas reprendre, enfin, ne pas insister sur la validation ou non de la commission de stratigraphie et de l'autre période nouvelle qui a été créée effectivement parce qu'il y a certainement des controverses internes dans ce groupe par rapport à la pertinence. Est-ce que c'est finalement vraiment le problème, quoi? Donc il y a vraiment un travail effectivement d'essayer de faire un peu de ménage là-dedans pour dire, alors vous avez le problème géologique, ok, mais à côté de ça, il y a une influence humaine sur plein d'autres choses, et quel nom on lui donne? On lui a donné le nom anthropocène, même si ça n'est pas une pertinence stratigraphique énorme. Donc voilà, enfin, j'ai l'impression que j'ai, sans travailler sur... C'était plutôt un commentaire qu'une question. Oui, je souscris tellement à vos propos, et on peut mobiliser, en fait, Bourdieu et Roqueplan. Vous allez voir pourquoi Bourdieu et Roqueplan. Bourdieu, je suis revenu à cette slide-là, donc Gaïa, le concept de Gaïa a été posé par Lovelock et Margulis en 1974.
est très proche en fait du concept d'anthropocène, c'est-à-dire l'idée, elle n'est pas nouvelle. Et en fait, dans le programme de l'IGPB de 2000, en 2000, quand il pose, ces personnes étaient là. Crutzen était en présence de Lovelock et Marc Juliette. Pourquoi Bourdieu? Parce qu'on a un champ de lutte symbolique absolument extraordinaire. J'ai même des éléments, mais c'est trop peu étayé, donc je vous les livre, mais je n'en ferai rien pour l'instant, de personnes qui me disent « Ah, on était en 2000 avec cet extraordinaire enthousiasme millénariste et il serait intéressant de gratter sur les aspects religieux de l'équipe de Crutzen, auquel je ne connais absolument pas les orientations potentiellement religieuses, mais qui fait que le concept est arrivé comme ça d'un point de vue un peu brutal. Et les enquêtes qui ont été menées auprès des étudiants de Stoermer qui étaient censés avoir mobilisé ce concept avant, fait que finalement Stoermer qui était dans la boucle n'a pas véritablement travaillé avec ses étudiants là-dessus. Bon bref, on n'arrive pas à retirer les fils de l'histoire là. Et donc il y a quelque chose à gratter. Il y a quelque chose à gratter d'un point de vue de l'histoire des sciences là-dessus. Et que donc, pour revenir à Bourdieu, effectivement, on avait déjà, Gaïa, là, une théorie, alors que certains faisaient passer pour une théorie du Luberlu, mais qui en fait était posée comme une hypothèse scientifique et travaillée en tant que telle, donc avec des marqueurs, des objectivations, des éléments. Et que peut-être que Crutzen a voulu essayer, j'ai dit peut-être, je n'en sais rien, il n'y a pas d'éléments pour l'étayer, se réapproprier un peu une espèce de capital symbolique pour questionner cette problématique-là. Et alors, pourquoi Roqueplot? Alors, j'avais anticipé en fait ce type de questions. Excusez-moi, c'est mon esprit qui est vraiment lent. C'est un slide de cours que je fais sur les controverses. Pourquoi Roqueplot? Parce qu'en fait, on a une forme de... Vous savez, en tant que sociologue, on cherche des régularités. Et là, il y a une régularité absolument extraordinaire. Donc, on peut remonter avant le climat, déjà sur les pluies acides. Donc, c'est Bob et Bopette et les pluies acides. Et en gros, vous n'êtes pas sans ignorer le protocole de Montréal en 1987 qui a permis d'arrêter l'effet délétère des CFC sur l'atmosphère. Mais globalement, Roqueplot a travaillé là-dessus. Et on a un peu les mêmes phénomènes que l'on a avec l'Anthropocène. En 82, donc le Spiegel disait « Nous sommes à la veille d'un Hiroshima écologique ». Voilà, avec une politisation extraordinaire de la question. Et que se passait-il? En 86, il y a eu le protocole et ça a été voté. Et Roqueplot a travaillé un peu, moi je reprends les travaux de Roqueplot quand je travaille, a travaillé sur l'épistémologie des savoirs. Et que savait-on à cette époque-là sur les pluies acides? Rien ou pas grand-chose. C'était éminemment controversé. Il n'y avait pas de lien unicausaux entre les pluies acides émanant de l'industrie de l'Allemagne qui faisait qu'il y avait des déperdissements. Alors on avait des belles images de forêts qui déperdissaient et il a fallu passer à la décision politique. Et donc voilà, effectivement, d'un point de vue pragmatique, on a pris une bonne décision. On a interdit les CFC. Mais d'un point de vue scientifique, c'était peu étayé. Et du coup, j'en reviens à votre remarque. Alors effectivement, le problème il est où en fait, quand on parle d'anthropocène? C'est qu'est-ce qu'on en fait? Parce qu'une fois qu'on l'a déconstruit, qu'on a ouvert le capot et qu'on a regardé ce qu'il y avait à l'intérieur, bon, maintenant on l'a. Voilà, alors on referme le capot, ok, on a compris que si on ouvre le capot, il y a du travail, hein, on peut en discuter, mais quand on referme le capot en tant que catégorie de pensée, pour la question politique, qu'est-ce qu'on en fait? Et là, il y a tout à faire. Et dans l'accompagnement des politiques publiques, et dans tout ce que le système éducatif n'a pas encore pris en compte. Voilà, parce que là, on en est à stade 0. Oui. Je m'en excuse vis-à-vis d'Hélène, je vais être très redondant avec ce qu'elle a dit, que j'approuve et que j'ai trouvé très intéressant, mais ça va être bref. Donc je suis statisticien, et nous, les statisticiens, on a une grande chance, c'est qu'on est spécialiste en rien, donc on découvre à chaque fois, c'est merveilleux, mais on travaille avec des gens qui sont dans ces champs-là, et on n'y comprend rien de prime abord. C'est-à-dire qu'on arrive dans des domaines d'application comme ça, qui sont complexes, qui sont bien étudiés, mais on n'y comprend rien. Et comme on n'y comprend rien, on a une sorte de réflexe qui est toujours le même pour essayer de capter quelque chose. On se pose la première question, c'est qu'est-ce que vous voulez mesurer, qu'est-ce qu'on veut mesurer, qui en général est difficile, protéiforme,
qui implique effectivement finalement plusieurs champs connectés. Qu'est-ce qu'on veut mesurer? Et ensuite, quelles sont les quantités pertinentes localement, dans le temps, etc. Quelles sont les quantités pertinentes pour mesurer ce qu'on veut mesurer? Donc la première question est déjà difficile, mais on essaye de la poser en premier, de la forcer un peu en premier. La deuxième question, qu'est-ce qu'on veut mesurer? Qu'est-ce qu'on voudrait idéalement mesurer? Est-ce qu'on peut le mesurer? Quels sont les inconvénients ou les impossibilités, les contraintes autour de ces mesures? Et une fois que ces choses... Et ensuite, bon, il y a la troisième question, ce qu'on a mesuré, qu'est-ce qu'on va en faire? C'est-à-dire les modélisations, la prise de décision qui est arrimée au modèle qu'on aura pu faire des choses, etc. Donc c'est ces trois questions dans l'ordre, et il s'agit de les prendre dans l'ordre. Et là, j'ai l'impression qu'au départ, dans l'histoire, et ça c'est toi qui peux nous le dire, on ne prend pas toujours les choses dans cet ordre-là. Enfin, ça paraît un peu, ça germe, il y a un truc qui germe à droite, à gauche, etc. Et peut-être que le moment, enfin l'esprit des Lumières, ce serait peut-être effectivement de revenir à cette hygiène de la classification, enfin de prise du problème. Je sais pas. Alors, tout à fait, non seulement on ne les prend pas dans ces ordres-là, alors je n'ai pas travaillé directement la question des statistiques au sein de la WG. La métrologie avant la statistique, ça vient. Oui, mais en tout cas, la métrologie. Sur le climat, je me suis intéressé à ces questions-là, qui étaient très très controversées, mais pas sur la WG. Par contre, pour faire une descente justement au sein de la WG qui travaille, puisque c'est interdisciplinaire, il y a des statisticiens, etc., c'est qu'au sein de la WG, ce que l'on voit comme un groupe anthropocénologue, en fait, c'est déjà extraordinairement conflictuel. Et qu'eux-mêmes ont du mal à travailler. C'est pour ça que je vous ai mis la slide en disant que le manuel qui a été produit là était déjà insatisfaisant pour ceux qui ont travaillé dessus, et que de mêler l'interdisciplinarité, c'est-à-dire les statistiques avec des champs absolument extraordinaires qui ont des sciences humaines et sociales, la science géologique, etc., ça demande un travail de long terme, un travail minutieux qui est opéré au sein de la WG, mais qui dans leur temps présent, au regard des contraintes dans lesquelles ils sont, fait que ça limite considérablement leur potentiel d'action. Voilà. D'autant plus que, pour parler très clairement, ils se rencontrent peu en fait. Ils travaillent beaucoup à distance. Et on sait bien que c'est compliqué en fait, ils sont trop de moyens, je ne les défends pas, hein. Je ne fais que donner les éléments qui font que, de la façon dont ils avancent leur travail. Voilà. Par contre, il faudrait leur poser directement la question. Je vais la noter, la question, je la renverrai dès ce soir. Ouais, je crois qu'Hélène a évoqué effectivement le recentrage de ce qu'on cherche à mesurer, qui est effectivement l'impact de l'homme, etc. Et le fait de trouver uniquement des marqueurs, enfin des marqueurs il y en a partout, le fait de les avoir centrés sur la géologie au départ est une erreur. Oui, je peux continuer le débat là-dessus, sur l'Anthropocène. Je pense que c'est au créateur de mots de définir ce que c'est. Et je pense que, si on dit que l'Anthropocène, c'est une paléontologie, si on veut se demander si c'est pertinent, il faut dire, finalement, si quelqu'un arrive sur Terre dans 2 millions d'années, est-ce qu'il va avoir quelque chose maintenant? Donc, est-ce qu'il va avoir des effets? Et je pense qu'en termes de biodiversité, il va y avoir quelque chose à partir de moins de 10 000 ans, quand l'homme a commencé à éliminer les grands mammifères. Et en termes de température, avec l'oxygène 18, il va y avoir quelque chose au XXe siècle. Donc il va y avoir déjà 2 choses. Ça veut dire que c'est pertinent de dire qu'il y a eu un changement géologique à cette époque-là. Et donc ça, c'est l'aspect scène. Et puis après, je pense qu'il faut distinguer les aspects effets, c'est-à-dire ce que voient les géologues longtemps après, de l'aspect causal. Puisque si on vient dans 2 millions d'années et qu'on n'a pas d'autres infos que des marqueurs, on va se demander ce qui a bien pu causer ça. Et effectivement, nous, comme on est dedans, on sait bien que c'est nous. Et donc je pense que la pertinence de définir une nouvelle époque géologique, je pense qu'elle est bonne, parce que la température qui est perturbée de plusieurs degrés planétairement, et le taux d'espèces qui disparaît à un taux 1000 fois supérieur à la normale géologique, c'est des choses qu'on verra clairement quand on reviendra sur Terre des millions d'années après. Et après, tout ce qui est beaucoup plus difficile, c'est d'établir les causes, puisque même maintenant,
il n'est pas facile de comprendre quels sont les processus qui ont induit toutes ces perturbations planétaires qui seront néanmoins visibles. Donc je pense que, vu comment ça a été appelé Anthropocène, on est obligé de dire, enfin, on part sur l'idée que c'est une limite géologique. Pour moi, c'est une définition. Voilà, c'est mon impression de géoscientiste. Donc, il y a les poulets, on élimine les mammifères, mais on fait des poulets. Alors voilà, effectivement, on verra les nouvelles espèces artificielles, et donc ça sera un joli marqueur. Oui, je pas véritablement de questions. En soi, à quoi ça me fait écho, c'est qu'est-ce que cela dit de notre social. C'est-à-dire, en quoi c'est révélateur d'avoir cette précipitation qu'il y a eu autour de l'Anthropocène, ce déficit de catégorie de pensée qui nous permettait justement d'être dans l'action, c'est que traduit socialement justement cet engouement, cette extraordinaire plasticité. C'est-à-dire de prendre là comme un proxy, c'est-à-dire l'analyse de l'Anthropocène comme un proxy qui va révéler justement notre monde social. D'où ma petite incartade philosophique, voilà, spéculative, mais qui dit voilà, notre social est régi encore par des modèles très très verticaux, quoi qu'on en dise, voilà, et qui fait que voilà, les savoirs vont passer dans cette moulinette là entre guillemets voilà, sociale, pardon. Merci beaucoup pour cette invitation de prendre le temps de penser. J'ai trouvé ça très stimulant. Moi, je me suis demandé si un des acteurs qui pourrait être ajouté à l'histoire, c'est les techniques elles-mêmes. Il me semble avoir pas mal vu que sur la question d'Anthropocène, on pouvait lire la rencontre fructueuse entre ces sciences du système Terre, puis l'émergence de nouvelles techniques d'observation, de mesure de la Terre, du ciel, de sa globalité, des big data. Donc, à mon avis, il y a un travail intéressant à faire sur la question technique. Et j'ajouterais qu'il y a une forme d'esthétique aussi du discours, du récit de l'Anthropocène qui a été un peu décrite par Fressos comme l'esthétique du sublime, c'est-à-dire qu'il devient possible avec la rhétorique de l'Anthropocène de se penser comme au pilote d'un monde unifié, globalisé, dont on aurait finalement fait le tour d'un point de vue technique. Alors ça pose évidemment plein de questions sur les impairs politiques, une pensée qui déterritorialise et qui part du global comme quelque chose d'acquis. Mais à mon avis, on ne peut plus séparer la notion d'Anthropocène d'une forme de rhétorique du sublime qui vient avec un projet politique, ou en tout cas avec une certaine vision de ce que l'homme doit ou peut faire dans cet Anthropocène. Totalement. Et c'est une partie que j'ai volontairement laissée de côté pour me centrer. Bien qu'on a une heure, on n'a toujours pas assez de temps en fait. Ça, voilà. On a la journée, mais il n'y a pas que toi qui parles. Et sur la techné, c'est une réflexion que je me pose parce que par ailleurs, dans ce que je fais, mon autre travail de recherche, c'est d'accompagner les politiques publiques sur les questions climatiques, donc les territoires dans la construction de leur plan climat et énergie territoriale. Donc là, on est descendu. Vous voyez, on est dans le gazon, là, on est dans la terre. Et comment mobiliser les citoyens? Justement, je m'étais déjà posé cette question de la technique par rapport à l'Anthropocène, parce que je suis intervenu dans le cadre de la construction du plan climat Montpellier 3e, alors que j'avais dit ne me questionnez pas sur l'Anthropocène, la première question de l'animateur était sur l'Anthropocène. Voilà, donc c'est quelque chose qui est... Alors que j'avais refusé, hein. J'ai quand même dit non, je ne veux pas répondre parce qu'il faut aller sur les questions, voilà, on va quand même réitérer la question. Et donc cette question de la technique, moi je la verrais, comment parler aux citoyens de l'Anthropocène? Moi je vois Stanley Kubrick et le monolithe, vous voyez, au début du film. Et là on a tout ce que dit Bonneuil, Fressos, on a tout là, on a une espèce d'image de fulgurance qui permet de voir d'où ça part. Alors, bien sûr, c'est purement métaphorique et spéculatif, mais il y a un pouvoir dans cette captation, dans le monolithe. Donc je ne sais pas si vous voyez le monolithe de Stanley Kubrick qui apparaît au tout début du film, c'est 2001, l'Odyssée de l'espace. Ça, là, on a l'Anthropocène. Voilà, ça ne sert à rien de le mettre à la grande accélération, on l'a là. On l'a là avec la techné, le feu, on est déjà là. Là, l'homme promotéen est déjà ici. Voilà, l'homme dominateur qui va... Voilà, on est déjà là. Effectivement, et cette question de la technique est très très importante. Merci beaucoup. Il y a eu plein de choses passionnantes.
dès le début avec Madame Michu, donc tu as montré le caractère, le refus de parler à quelqu'un qui n'est pas un expert, mais peut-être aussi parce que c'est Madame Michu, je ne sais pas, c'est une question. J'avais une deuxième question sur la fausse origine, l'impossibilité d'assigner un commencement soviétique, comme tu disais, donc alors que anthropogénia, ce ne serait pas la même chose que anthropocénia, et finalement, qu'est-ce que ça prouve, enfin, tu vois ce que je veux dire, parce que, puisque ce que tu es en train de montrer, si je comprends bien, c'est que, comme dans toute constitution d'un paradigme, il y a effectivement une hypothèse scientifique qui est posée, et ce n'est pas une théorie validée, et on travaille avec cette hypothèse. Donc, ma question serait peut-être aussi comment tu le conçois comme un paradigme, dans la mesure où tu as répondu que cette conception que tu promeuvais, c'était celle de la reconnaissance par les pairs. Mais on pourrait dire que, par exemple, avec le grand paradigme de la révolution copernicienne, on le pose et on travaille justement à élaborer, justement, y compris Kuhn, non pas dans la structure des révolutions scientifiques, mais dans la révolution copernicienne, des marqueurs qui permettraient d'établir, au-delà de la reconnaissance par les pairs, et justement en s'inscrivant dans un espace public, des éléments pour montrer comment on admet qu'on vit dans un cadre de pensée, qu'on se pose le même type de problème, qu'on évolue dans un même régime interprétatif. Et donc du coup, ma question, ce serait un peu de te demander, bien sûr, l'anthropocène, c'est pas une théorie validée, tu l'as montré, tu peux le déconstruire, mais en un sens, est-ce que c'est pas le propre, jusqu'à un certain temps, de tout paradigme? Et est-ce que ce qui est pas intéressant, c'est de voir comment c'est un opérateur pour élaborer une autre vision du monde, y compris un opérateur pour proposer des moyens d'agir, finalement. C'est ce que tu disais à la toute fin. Exactement. Je souscris pleinement à ce que tu dis. Je reviens à Madame Michu. Madame Michu, à chaque fois, c'est pour situer ma pensée, en fait. Pour dire, voilà. Qu'est-ce qui fait que je suis arrivé à cette question d'anthropocène? Parce que sinon, j'avais fini ma thèse sur les controverses climatiques, j'aurais dû prendre des vacances, partir aux Seychelles, massacrer mon bilan carbone, et voilà, ça. Mais j'ai senti que là, Madame Michu, pour l'anthropocène, voilà, j'avais cette envie d'ouvrir le capot. Et bien sûr, j'ai ouvert le capot, mais tu as bien compris que ce que je propose, c'est de l'argile. C'est une argile, c'est un premier travail qui est exploratoire, qui est fait avec des petits moyens, et qui forcément n'est que, alors, avec un fort potentiel heuristique, mais qui reste encore à l'état d'argile, et qui mérite justement d'être approfondi. Et en ce sens, voilà, je souscris pleinement avec toi sur le fait de la nécessité d'approfondir ce que l'on pourrait avoir comme marqueur, qui permettent de voir comment justement ça va se structurer, comment très finement, pour aller voir sur une échelle de temps qu'on ne maîtrise pas non plus. Parce que là, on travaille peut-être pour les générations futures qui vont encore s'emparer de cette question-là. Mais en tout cas, de construire maintenant les données historiques, de dire, voilà, de 2000 à 2019, voilà ce qui s'est construit, on vous donne ça, voilà, débrouillez-vous, après on a l'archivage, quoi. Ça, c'est, voilà. Oui, encore une question et puis après on arrêtera. On a une pause café. Le dernier transparent, là, il fait un gros écho en fait sur tous les travaux là, qui ont été publiés aussi dans les années 60 sur la dynamique des systèmes. Parce que là, on a discuté beaucoup sur se mettre d'accord sur qu'est-ce que l'anthropocène, comment on pourrait le mesurer, à quoi il correspond, est-ce que c'est une réalité géologique. Donc ça, on peut vraiment se poser des questions juste là-dessus. Mais si on regarde effectivement l'urgence d'agir, à chaque fois on va se poser la question, que peut-on faire? Et la dynamique des systèmes, en plus, là par contre, c'est un travail qui est assez formidable, qui démontre très rapidement qu'avec notre croissance exponentielle, on a de moins en moins de temps pour agir. Et ce temps se réduit de plus en plus vite au fur et à mesure qu'on avance. Donc moi, je m'étais posé la question d'un point de vue purement technique, quel peut être notre impact, nos recherches, comment peut-on les orienter pour essayer de répondre à cette question? Et la plupart du temps, en fait, il n'y a aucun débat là-dessus qui se développe. La plupart du temps, on va plutôt
débattre sur effectivement l'anthropocène, ce qu'il est, comment on observe les différents éléments qui nous montrent qu'on est en train de perturber très séparément le système de la Terre. Mais nous, de notre côté purement scientifique, jamais on discute que peut-on faire, comment on peut y répondre, et est-ce que réellement il y a une réponse scientifique et technologique. Il y a une espèce de croyance extraordinaire dans le progrès technique, lié notamment au progrès exponentiel de la microélectronique. On a toujours vu des ordinateurs qui calculent de plus en plus vite. Donc on a une espèce de croyance qu'on va trouver une réponse technique, technologique aux problèmes auxquels on est confronté. Et jamais on se pose la question, que doit-on faire réellement? Bien. Merci pour votre question. Ça me permet de vous inviter tous, c'est de la cohérence en fait dans les travaux, les 4 et 5 juin à Montpellier, donc un séminaire en couleur, pas sur l'anthropocène mais sur la qualité de l'air, en interrogeant les enjeux croisés, climat, air, santé, énergie, qui s'intitulait « De la démocratisation des problématiques de la qualité de l'air » pour savoir justement comment discuter de ça. Donc on fait un débat citoyen au DOM, avec après un gentil concert pour discuter de tout ça de manière informelle et ludique, et une journée à la MSH, en fait, dans un programme MSH qui est balisé, avec là des chercheurs justement pour questionner d'un point de vue interdisciplinaire ces questions. Donc là, centré sur la qualité de l'air, on prend une singularité pour après remonter et discuter justement de toutes ces questions que vous faites. Et il y aura notamment un collègue, Pierre Camps, de gens ici présents, donc de l'UMR Géosciences, où on travaille à la fois les aspects métrologiques. Là, on fait de la biosurveillance participative de la qualité de l'air. Donc on est dans la normalisation de la qualité de l'air à partir de processus géochimiques et d'analyse géochimique isotopique. Donc là, c'est très technique, en fait, mais pour après arriver à prendre le citoyen et à l'amener jusqu'à la décision politique. Bien sûr, ce sont des programmes de recherche exploratoires, c'est-à-dire ça fonctionne parce qu'on n'a que des limites, des biais, des problèmes, etc. Tout le temps, en gros, la main dans le moteur et le capot ouvert, parce que ça ne fonctionne pas, quoi. Merci Lionel.